Et oui, J-6, le compte à rebours est enclenché aux États-Unis. Cette présidentielle s'annonce historique. Qui de Donald Trump ou de Kamala Harris sera élu le 5 novembre? Personne n'est en mesure de le dire. On va regarder ce sondage du jour. ABC News, vous voyez, c'est toujours extrêmement serré, 1% seulement. Et donc, nous allons prendre le temps dans Paris Direct de décrypter les enjeux de cette présidentielle américaine avec notre invité. Il est en direct. Bonjour Frédéric Charillon, bienvenue. Merci. Bonjour. Vous êtes politologue, spécialiste des questions internationales et j'ai vu cette question que vous posez dans un article pour l'Opinion. Quelle Amérique la semaine prochaine? En fait, le suspense est entier, personne ne peut se prononcer. Non, bien sûr, parce que d'abord il y a un système. Bon, d'abord c'est très serré, comme vous l'avez dit. On a vraiment deux Amériques qui se font face, d'une part, et d'autre part, on a un scrutin, un mode de scrutin qui est très particulier. On le sait et vous l'avez souvent expliqué sur votre chaîne aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est pas tellement les sondages ni les résultats d'ailleurs sur l'ensemble du pays qu'il faut regarder. Ça va être ce qu'on appelle les swing states, c'est-à-dire ces États qui vont faire la différence, c'est-à-dire ceux où l'indécision est très forte, ceux qui peuvent basculer du côté démocrate ou républicain d'une élection à l'autre. Et là aussi, dans ces États-là, c'est extrêmement serré, ce qui augure probablement d'un scénario assez difficile, et tendu et peut-être très conflictuel dans la nuit qui suivra les résultats et peut-être même dans les jours d'après. Oui, on va y revenir dans quelques instants. Effectivement, chaque camp prépare ses avocats. Effectivement, on sent que ça va être extrêmement tendu. Les politologues américains disent quand même que ça serait Donald Trump, vraiment à très très peu de voix. Vous pensez qu'ils ont raison, que la dynamique Kamala Harris, eh bien, elle est rompue? Elle est rompue, elle est pas véritablement rompue. Disons que l'élan de départ ne s'est pas prolongé complètement et le doute est revenu. Alors, les politologues américains ne disent pas tous cela. Je sais que le journal britannique, cette fois The Economist, qui a un modèle toujours extrêmement précis de prévision, penche maintenant très très légèrement vers Trump, effectivement, en disant il a 53-54% de chances de l'emporter. Bon, en réalité, on ne le sait pas parce que d'abord, il y a eu des votes qui ont été placés par avance, il y a des votes anticipés, il y a ensuite la question du déplacement, effectivement, des physiques des gens. Donc c'est très difficile à dire. Il faut quand même se souvenir qu'en 2016, lorsque Donald Trump a été élu, personne n'y croyait. Alors sur cette base-là, effectivement, on peut dire qu'il est favori, puisque même en 2016, lorsque sa rivale de l'époque, Hillary Clinton, était très en tête des sondages, il a quand même été élu. Donc a fortiori, on pourrait se dire aujourd'hui, où c'est très juste et pratiquement à égalité, il a encore plus de chances de gagner, puisque ça fait partie de ce type de candidat pour lesquels certaines personnes hésitent à dire aux sondeurs ou à dire à l'avance qu'elles vont voter pour lui. Mais on n'en sait rien. La réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Et oui, on n'en sait rien. Et c'est aussi pour ça que c'est passionnant. Et c'est aussi pour ça que France 24 veut vraiment décrypter ce qui se passe. Alors, on va revenir, vous restez avec nous, évidemment, Frédéric Charillon, sur la dernière prise de parole, ce dernier meeting de Kamala Harris. Elle avait choisi un endroit très symbolique. Vous l'avez vécu sur notre antenne, évidemment. C'était hier soir à Washington. Et Kamala Harris, elle a choisi de retourner à l'endroit même où Donald Trump s'était exprimé le 6 janvier 2021. Et vous vous rappelez qu'ensuite, il y a eu l'invasion du Capitole. C'était un réquisitoire, vraiment, de Kamala Harris. On voit cela avec Gaël Fonseca. Des dizaines de milliers de personnes réunies à 2 pas des colonnes emblématiques de la Maison-Blanche. Dans ce lieu lourd de sens où Donald Trump avait harangué ses partisans avant qu'ils ne partent à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, la candidate démocrate, elle, a promis aux États-Unis un avenir plus glorieux. Dans 7 jours, nous avons le pouvoir. Chacun d'entre vous a le pouvoir de tourner la page et d'écrire le prochain chapitre de la plus extraordinaire histoire jamais contée. À quelques jours du scrutin, Kamala Harris joue carte sur table. Aux attaques récurrentes de son adversaire républicain, la vice-présidente préfère tenter l'optimisme et l'apaisement, sans toutefois réussir à ne pas citer et critiquer Donald Trump dans chacune de ses argumentations. C'est quelqu'un qui est instable, obsédé par la vengeance, rongé par le ressentiment. Reste 6 jours pour savoir si oui ou non ce meeting aura su convaincre les indécis dans un sens comme dans l'autre.
alors qu'aucun candidat ne se démarque réellement dans les sondages à ce jour. J'ai eu de la chance de voir les deux camps et de voir à quoi ressemble la campagne sur le terrain. Pour moi, ça a été une expérience incroyable. Et je vois qu'à ce stade, on ne peut pas vraiment dire qui va gagner. 50 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation, à commencer par le président Joe Biden, sans attendre le 5 novembre. Et nous sommes toujours en direct avec Frédéric Charillon, donc politologue, spécialiste des questions internationales. Elle vous a convaincu, vous, Kamala Harris ? Oui, mais c'est pas moi qu'il fallait convaincre. C'est-à-dire que je crains, ou je pense que dans ce genre d'élection, et face à ce type de phénomène qu'on appelle de façon pas toujours précise, d'ailleurs le populisme, ce qui est le cas de Donald Trump, c'est un candidat qu'on appelle souvent populiste, c'est-à-dire qui va flatter effectivement les instincts populaires. Je crois que plus on leur tape dessus, plus ça les renforce. C'est-à-dire que nous avons affaire à une dynamique que peut-être d'ailleurs les démocrates libéraux n'ont pas encore comprise malgré des années et des années de montée de ce type de candidats. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on les met au centre du jeu, où on en fait des vedettes, on en fait aussi des victimes du système. Et plus on les critique, plus on dit que ce sont des tyrans, plus ça les fait monter. Et oui, donc, justement, Frédéric Charillon, je me permets de vous interrompre parce qu'en fait, hier, il n'y avait pas vraiment de vision de Kamala Harris, ni elle ne parlait pas non plus vraiment de son programme. En fait, tout était focalisé sur Donald Trump pour le critiquer, instable, esprit de revanche. Est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie ? Je crois qu'elle a tout essayé. C'est-à-dire qu'au début, elle a essayé, pas vraiment un programme précis. Et ça, c'est effectivement ce qui manque. Alors, on sait aussi dans quelles conditions elle s'est retrouvée candidate. C'est-à-dire un petit peu au dernier moment, rapidement, avec ce débat calamiteux pour Joe Biden qui l'a obligé, au bout de quelques semaines, à jeter l'éponge. Et donc, elle s'est retrouvée seul espoir viable du Parti démocrate pour empêcher une victoire de Trump. Donc peut-être que le programme n'a pas été élaboré depuis longtemps. De toute façon, ce qui est certain, c'est que les démocrates ne s'y sont pas bien pris. D'abord parce que la question de l'âge de Biden était quand même prévisible. Les difficultés qu'il avait, même dans la mobilité, même si ça reste probablement, à mon avis, un excellent président et quelqu'un qui a parfaitement tenu le pays dans des moments très très difficiles. Et je ne pense pas du tout qu'il soit ni sénile ni quoi que ce soit, mais il y a une image de fragilité que l'on voyait monter. Ensuite, on est allé chercher Kamala Harris au dernier moment. Tout ça a été un peu précipité. Donc le programme, évidemment, n'a pas été très précis. Cela dit, de l'autre côté non plus. C'est-à-dire que du côté de Trump, on a des slogans, on a des insultes, ce n'est plus une élection sur des programmes. Et malheureusement, ce n'est pas qu'aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus dans le monde des élections qui se jouent sur TikTok, qui se jouent sur les réseaux sociaux. Voilà. Oui, d'ailleurs, les deux candidats avaient choisi ces médias non traditionnels, enfin ces médiums d'ailleurs, plutôt pour s'exprimer et parler à leurs électeurs. Pour revenir sur le lieu qu'elle avait choisi, parce que là aussi, on sent bien qu'il y a une envie de rappeler que l'Amérique peut basculer, que la démocratie peut aussi vaciller. Là aussi, est-ce que c'est une bonne tactique ? Parce que là, ça renvoie évidemment au 6 janvier 2021, à l'invasion du Capitole, à ces images qui ont frappé les esprits. Là, elle choisit le même endroit, c'est pas un hasard. Non, parce qu'en fait, je crois qu'il y a deux stratégies différentes dans ce type d'élection. Bon, c'est un système d'abord bipartisan aux États-Unis, même s'il peut y avoir de temps en temps des candidats petits qui se greffent là-dessus. Mais enfin, ça se joue entre deux blocs, démocrates et républicains. Il y a deux stratégies possibles. Soit on essaye de jouer au centre et d'essayer de convaincre un peu tout le monde, d'être un candidat de consensus, ou alors on essaye de bétonner, si vous me permettez l'expression, son propre camp pour faire le plein des voix. Aujourd'hui, il semble que ce que Kamala Harris essaye de faire, c'est maintenant de faire le plein des voix. Elle a à un moment essayé d'être une candidate de consensus. Elle parlait de la joie, d'une candidate de la joie, d'une candidate un petit peu de la détente et de la concorde aux États-Unis. Là maintenant, elle essaye davantage d'avoir vraiment tous les potentiels électeurs du Parti démocrate avec elle. Parce que c'est ça, semble-t-il, qui pose problème. C'est-à-dire que vous avez des électeurs aujourd'hui qui traditionnellement votent démocrate et qui n'ont pas envie de voter pour elle. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que vous avez deux dimensions, toujours, la dimension partisane, c'est-à-dire est-ce qu'on se sent plutôt démocrate ou plutôt républicain, ça c'est une première chose. Puis après, vous avez la dimension personnelle, c'est un duel qui est extrêmement personnalisé entre deux personnes, entre deux individus. Et il semblerait que dans le propre camp démocrate,
il y a des gens qui n'iront pas voter pour Trump, mais qui n'iront peut-être pas voter pour elle non plus, qui pourraient s'abstenir. Oui, et ça, c'est son problème aujourd'hui. Oui, on va y revenir effectivement sur le vote des minorités, et avec certains choix ou pas. Et d'ailleurs, elle essaye, Kamala Harris, de récupérer le vote des portoricains, enfin des personnes d'origine de Porto Rico, après cette polémique que nous avons suivie sur l'antenne et que vous avez dû suivre aussi. C'était cet humoriste qui a traité l'île d'ordure. Donald Trump, lui, essaye maintenant d'arranger tout cela. On va regarder effectivement ce reportage pour revenir sur cette polémique liée à Porto Rico, qui va à bientôt arriver. Donald Trump acclamé par ses partisans à Allentown. Dans cette ville de Pennsylvanie à majorité hispanique, le républicain promet le meilleur avenir possible aux Latinos, une communauté qui, selon lui, le soutient plus que jamais. Nous battons tous les records, les hispaniques, les latinos. Personne n'aime plus que moi notre communauté latino et notre communauté portoricaine. Personne. Un moyen pour Donald Trump de masquer une polémique qui ne fait qu'enfler depuis dimanche. Lors du meeting du milliardaire à New York, l'humoriste texan Tony Hinchcliffe avait qualifié Porto Rico d'île flottante d'ordures. Une insulte qui a indigné dans le territoire américain, à tel point qu'El Nuevo Dia, journal le plus lu sur l'île, a appelé la diaspora à voter pour Kamala Harris. Un acte impossible pour les habitants restés à Porto Rico, qui n'ont pas le droit de voter aux élections fédérales. À Allentown, si certains électeurs originaires du territoire demeurent fidèles à Trump, d'autres semblent reconsidérer leur vote. Nos membres vont frapper aux portes et nous entendons des personnes changer d'avis. Des gens étaient républicains et vont maintenant voter pour Kamala Harris. Un soutien qui pourrait faire basculer l'élection du 5 novembre. Si même une petite fraction des 400 000 Pennsylvaniens d'origine portoricaine portait son choix sur la démocrate, cela pourrait lui suffire à remporter cet État clé. Voilà, on voit que les candidats, que tout est très fragile. Frédéric Charaillon, vous êtes toujours en direct avec nous dans Paris Direct, évidemment. Joe Biden, il a presque perdu son calme parce qu'il y a une autre polémique qui s'est greffée où il aurait traité d'ordures les partisans de Donald Trump, rétropédalage de la Maison-Blanche. Là, on sent quand même qu'il y a un peu de perte de sang-froid un peu partout, non ? Oui, c'est une élection extrêmement difficile. C'est sûr que c'est tellement clivé que c'est deux avenirs différents, complètement différents, qui se dessinent selon que l'un ou l'autre va gagner. Mais pour revenir sur cette affaire des insultes contre les Portoricains, on a l'impression cette fois que Donald Trump est effectivement gêné pour la raison que vous avez dite, c'est-à-dire qu'il y a un État clé, un swing state, qui a une communauté portoricaine importante. Et là, évidemment, ça change tout. Dans un autre contexte, on aurait pu imaginer que ce genre de provocation lui aurait été presque utile, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui fonctionne sur la provocation et qui plus il fait de la provocation comme ça, plus il renforce son propre camp, parce qu'il a un public qui est comme ça. Voilà, en fait c'est une offre, c'est un businessman, c'est un peu un cliché de le dire, mais c'est quelqu'un qui répond à une demande. Il propose une offre de haine politique, parfois de provocation, pour renverser la table, pour changer tout. Et il a un public qui est en demande de ça. Donc d'habitude, ce genre de provocation, non seulement ne le gêne pas, mais le sert. Là, effectivement, il y a eu un couac dans cette mécanique, c'est qu'il y a cet État clé avec cette communauté portoricaine, et là, ça l'embête beaucoup. Mais sinon, c'est sa rhétorique habituelle, bien sûr. Effectivement, on parlait de provocation. Je voulais vous faire écouter effectivement une déclaration. Alors, elle remonte au mois de juillet dernier. Une déclaration de Donald Trump qui avait laissé perplexe beaucoup de personnes, notamment sur, j'évoquais la démocratie fragilisée aux États-Unis. On va écouter Donald Trump et vous allez me dire ce que vous en pensez. You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? It'll be fixed, it'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I love you. Get out. You got to get out and vote. In 4 years, you don't have to vote again. We'll have it fixed so good you're not going to have to vote. Voilà, un appel lancé effectivement aux chrétiens, mais c'est vrai que vous n'aurez plus à voter. Ça avait posé question. Est-ce qu'on peut s'inquiéter effectivement de la démocratie ? Alors, ce qui est toujours très difficile avec Trump, il y a deux questions. D'abord, est-ce que dans ces provocations de campagne, ce sont des choses qu'il mettra en œuvre après ? Là, il y a des provocations qui s'adressent à un public autoritaire. Il a un public autoritaire. Vous avez, même parmi les jeunes, des sondages aux États-Unis aujourd'hui qui vous disent qu'une partie
importante, de façon inquiétante. Des jeunes disent qu'après tout, un système autoritaire, voire avec plus d'autorité militaire ou autre, serait une bonne chose. Donc il a un public comme ça. Bon, après, première question, est-ce que véritablement il mettra en œuvre, est-ce qu'il essaiera de mettre en œuvre une dictature comme ça? C'est une première question. L'autre question, c'est est-ce que le système politique américain va réussir à le tenir? C'est-à-dire quand bien même il aurait l'intention de changer les choses dans un sens plus autoritaire, ce qui n'est pas impossible. Est-ce que le système américain tiendra et le permettra de le contenir? Le Parti républicain est déjà allé très très loin dans le reniement vis-à-vis de la Constitution, vis-à-vis de la démocratie. C'est d'ailleurs très étonnant que ce Parti républicain ait soutenu autant Donald Trump, y compris dans ses pires dérives. Ça, c'est vraiment un mystère, parce qu'à un moment, l'addition va arriver quand même. Trump n'est pas éternel, et beaucoup de gens se souviendront de l'attitude du Parti républicain à ce moment-là. Vous savez, aux États-Unis, il y a souvent eu des crises comme ça. C'est pas la première. On a eu le McCarthyisme il y a très longtemps. Dans une moindre mesure, les néoconservateurs américains dans les années 2000, des excès dans la politique étrangère, dans la politique tout court américaine. On en a connu plusieurs. Et puis après, le retour de balancier arrive. C'est-à-dire que tout le monde se calme, peut-être un peu tard parfois, mais ça finit par se calmer. Là, tout le monde se souviendra quand même que le Parti républicain n'a pas hésité à suivre quelqu'un qui tenait ce genre de propos. Est-ce que le reste du système américain va tenir si Donald Trump essaie de s'attaquer à un certain nombre de libertés? Ça va être toute la question. S'il est élu, ça sera un test extrêmement important pour la démocratie américaine et pour ses institutions. Le Capitole, en janvier 2021, l'attaque du Capitole par les partisans de Trump a déjà été un moment très difficile, mais il a qualifié, Frédéric Charaillon, vous avez dû noter cette phrase de Donald Trump, encore une assez provocatrice, quand il a dit que c'était un jour d'amour. C'était il y a même pas 10 jours, où il disait que, voilà, et alors qu'il y a eu des morts quand même. Bien sûr. Et puis c'est quelqu'un qui ne reconnaît toujours pas le résultat. C'est là où c'est très grave. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une rhétorique de type autoritaire dans la mesure où on a un candidat qui dit « je ne reconnais pas ma défaite » et de toute façon, même les prochaines élections, en gros, soit je les gagne, soit elles sont truquées. Donc de toute façon, je les gagne parce que je ne reconnaîtrai pas ma défaite. Donc ça, c'est effectivement la négation de la démocratie. La démocratie, ça suppose deux choses. Un, que le vaincu reconnaisse sa défaite, quitte à se représenter une fois suivante, et que le vainqueur remette son mandat en jeu à l'échéance prévue et selon les règles du jeu connues. Donald Trump ne respecte aucune de ces deux conditions de ce qu'on appelle le pacte démocratique, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas sa défaite et il a l'intention de modifier les règles du jeu puisqu'il dit que vous n'aurez plus à voter. Je ne sais pas s'il le fera, on ne sait pas s'il le fera, mais oui, en tout cas la phrase est déjà de trop. Oui, la phrase était quand même assez étonnante pour le moins. On va revenir sur un autre signe de tension. On parlait effectivement de tout ce qui est dit, mais il y a aussi ce qui est fait. Vous avez dû le noter. Des urnes électorales ont été incendiées. Les dernières en date, c'était hier lundi dans l'Oregon, dans l'État du Washington, ce qui endommage des bulletins de vote pour la présidentielle américaine. On va voir tout ça avec Diane Schlinger. Un nuage de fumée s'échappe de l'urne. Il est 3 heures du matin à Vancouver, dans l'État de Washington. Quand les pompiers ouvrent la boîte, ils ramassent un tas de braises. Les votes par anticipation de plusieurs centaines d'Américains réduits en cendres. 1 heure plus tard, une autre urne est attaquée, 15 km plus loin à Portland. Mais cette fois-ci, le dispositif anti-incendie intégré à l'intérieur de la boîte fonctionne. Et seuls 3 bulletins sont endommagés. 2 incidents la même nuit, et il y a des précédents. Phoenix, il y a un mois par exemple. Selon plusieurs responsables politiques, c'est la démocratie américaine elle-même qui est attaquée. La police enquête. Un engin incendiaire a été attaché à l'urne. Et c'est ce qui a provoqué le feu. Il y a assez d'indices sur ces sites pour affirmer que tous ces incidents sont clairement liés. Ce véhicule suspect a été identifié grâce aux images de vidéosurveillance. Car dans la plupart des États, des caméras filment 24 heures sur 24 ces urnes électorales dédiées au vote par anticipation. Des sites permettent même aux citoyens de regarder en direct les moindres faits et gestes des électeurs. Car ces urnes cristallisent les tensions. On en a marre! Accusés par les républicains de favoriser la fraude électorale. Dans le Wisconsin, au début du mois, manifestants pro et anti se sont affrontés devant une de ces fameuses boîtes. Ce matin, à Washington DC, les électeurs se disent inquiets après ces nouveaux incidents. Je trouve ça très préoccupant. C'est une atteinte à la démocratie. Heureusement, il semble que ce sont des actes isolés.
Je préfère aller direct à un bureau de vote pour que ce soit bien sécurisé et être sûr que mon vote compte. 11 États ont totalement interdit ces urnes électorales pour privilégier les bureaux de vote, y compris pour les bulletins par anticipation. Frédéric Charaillon est l'invité de Paris Direct. Est-ce qu'ils ont raison d'être inquiets? C'est vrai que quand même, là, ce sont quand même des cibles qui sont très symboliques. Oui, ils ont raison d'être inquiets parce que d'abord, il y a eu le précédent du Capitole, comme on vient de l'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez un candidat qui a voulu renverser le résultat d'une élection, qui avait même demandé au vice-président de ne pas procéder à la nomination, de son successeur. Et il a déjà dit pratiquement qu'il n'accepterait pas le résultat s'il était battu. Bon, donc oui, je pense qu'il y a un scénario qui se profile, qui est assez vraisemblable aujourd'hui, c'est effectivement un scénario de chaos possible, au moins localement, dans un certain nombre de swing states où le résultat serait extrêmement serré. Dans une élection normale, on serait tenté de dire, un système bipartisan comme celui-là, vous avez deux issues possibles, soit c'est l'un qui gagne, soit c'est l'autre. Là, il y a un troisième scénario qui est possible, c'est une espèce de chaos où on va mettre des jours et des jours à savoir qui est le vainqueur, parce que, alors, c'est déjà arrivé en 2000, c'était dans l'État de Floride. Ça a duré très longtemps. C'est l'élection à l'issue de laquelle le président George W. Bush a été finalement proclamé vainqueur. C'était déjà extrêmement... C'était déjà compliqué parce que l'État clé, c'était la Floride, qui était gouvernée par son propre frère. Bon, donc on n'était déjà pas très sûr que tout était en bonne et due forme. Mais là, cette fois, il y a plusieurs swing states et je crains qu'il va y avoir des attaques, qu'il va y avoir des violences. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Imaginons que vous ayez le jour du vote des urnes et des bulletins qui sont détruits. Vous avez une attaque d'un bureau de vote ou plusieurs bureaux de vote par des partisans de l'un ou de l'autre. On pense plutôt à Donald Trump, effectivement, du fait qu'il y a eu ce précédent du Capitole, mais qu'il y ait des violences, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ça peut durer très très longtemps, ça peut se jouer en justice après, c'est très difficile de faire revoter dans un État. Il y aura un climat de tension et de chaos extrêmement dommageable pour la démocratie américaine, qui ne sera pas perdu pour tout le monde d'ailleurs dans le monde, parce que vous avez un certain nombre de régimes autoritaires qui seront assez heureux de montrer ça du doigt en disant regardez, c'est ça la démocratie américaine. Donc risque de chaos, beaucoup d'incertitudes, vous nous le rappelez. Je voulais juste terminer effectivement ce décryptage avec cette séquence, avec cette œuvre d'art, qui est effectivement assez étonnante, que j'ai trouvé assez étonnante, c'est-à-dire une œuvre d'art qui représente un étron, on va le voir, et qui a été déposée devant la Maison Blanche. C'est une œuvre en bronze qui est en hommage, qui est carrément en hommage aux émeutiers qui avaient effectivement déféqué dans le bureau de Nancy Pelosi. On va la voir dans quelques instants. La sculpture, on l'a pas, comme ça vous irez la voir, je suis sûre que ça va susciter votre intérêt. Et elle est autorisée. C'est là tout le paradoxe, ou quelque chose qui peut nous paraître surprenant à nous, Européens? Oui, mais enfin, on n'en est plus à ça près. C'est-à-dire aux États-Unis, on voit quand même des choses étonnantes. Ce qui est assez frappant, c'est quand même le nombre de lignes rouges qui ont été franchies. Alors d'abord, il y a la violence de cette campagne. Il y a eu plusieurs tentatives, apparemment, en tout cas d'assassinat contre Donald Trump. Il y a Elon Musk qui offre $1 million chaque jour à quelqu'un qui signe une pétition pro-Trump. Maintenant, il y a ça. On franchit toutes les lignes rouges. Et effectivement, ce n'est pas un bon signe pour la démocratie. Donc, c'est pas être anti-moderne que de dire cela, parce qu'on peut être ouvert à des évolutions aussi bien technologiques que symboliques. Mais là, on voit qu'il y a quand même une dérive. Et ce genre de dérive va quand même conforter les partisans d'une vieille Amérique dans leur vote de Donald Trump. C'est assez possible.